Bonjour chers tous, je m'appelle Kamwa la Panthère, Benjamin Jean-Jacques. Quand il y a quelques mois, je vous disais que le Cameroun risque de prendre feu avec la complicité de la France, vous ne me croyez pas. La France a envoyé un ambassadeur militaire, un général d'armée à la retraite, comme ambassadeur de France au Cameroun. Je l'ai décrié ici, c'est passé comme lettre morte. Les journaux camerounais en complicité avec le système de M. Biya n'ont pas compris la quintessence de mon message. Ils n'ont pas compris. Parce que le régime de M. Biya les donne des PDM pour vivre tous les mois. Nous avons été à l'ONU, nous avons fait un dépôt de plainte au commissariat des Nations Unies à l'ONU, qui a prospéré. Ils ont envoyé un avertissement au gouvernement sanguinaire de M. Biya. M. Biya est au pouvoir depuis 50 ans. De 75 en 82, il était Premier ministre. De 82 à 2025 aujourd'hui, ça fait 43 ans, il est président du Cameroun. 50 ans au pouvoir. La France observe tout ce qui se passe. Elle reste silencieuse parce qu'ils ont déjà leur plan oudi. Rappelez-vous très bien de ce que M. Rifo disait, si M. Kamto gagne, il y aura une insurrection, il y aura un coup d'état militaire au Cameroun. C'était à dessein. Les gens l'ont pris pour un fou, il n'était pas fou parce qu'il était informé. Il savait ce que la France était en train de manigancer avec le régime de M. Biya. Je pose la question aujourd'hui à M. Macron. Pourriez-vous accepter, le peuple français peut-il accepter faire ce que Paul Biya fait au Cameroun et vous envoyer un général d'armée comme ambassadeur pour canaliser les troupes, pour maîtriser, humilier les Camerounais? Alors là, je vous dis non, monsieur Macron. On ne peut pas laisser cette forfaiture passer. Il y a quelques jours, on a vu M. Atangandi LSB du régime, Ferdinand Gongo et Chantal Biya, essayer de manipuler le site de l'ECAM. On a vu, on a attrapé, tout ça est archivé. Vous êtes restés silencieux parce que vous êtes derrière tout cela. Aujourd'hui, comme par enchantement, on nous voit une liste sortie de je ne sais pas d'où pour essayer de préparer l'opinion. Alors, on va vous répondre, Monsieur Macron et Monsieur Biya, Ferdinand Gongo, Chantal Biya. Monsieur Lekene Ndonfak. Oui, parce que dans tous ces cinémas, il y a beaucoup de nos frères Bamileke qui nous disaient que les Bamileke sont derrière Monsieur Kamto. Monsieur Lekene Ndonfak, l'ancien ministre du Tourisme, qui est membre du conseil des LECAM, qui est membre du conseil constitutionnel, qu'il a toute sa famille ici, il a sa fille qui est ici dans le 77. On vous a tous repérés. Soyez-en sûrs, 2025 ne sera jamais 2018. Ça, on vous le dit. Atangandi, le Texas, tu sais. Grégoire, on a dans le 92 à Courbevoie, on sait. Vous êtes repérés. Vous ne pourriez pas à Bordeaux, on sait. Vous êtes repérés, vous ne pourriez pas. Et tout ceci arrivera à cause de la France. Je suis français, hein. Je vous le cache pas, je l'ai toujours dit. Je suis français, vous allez le voir. Je suis français. Voilà, c'est mon nom. Voilà, je suis français. Je suis bien français, bel et bien français, c'est bien moi là. Voilà, c'est bien moi, qu'à moi. Il vient d'être, il est tout neuf même ce passeport. Voilà, je vais bien le mettre que vous le voyez. Il est tout neuf ce passeport. Je suis français. Voilà, comme moi. Il est tout neuf. L'ancien a été, il n'y avait plus de passe pour le visa. J'ai dû le renouveler il n'y a pas longtemps. Je suis bien, bel et bien français. Et comme j'ai toujours dit, la France, c'est comme mon père. Le Cameroun, c'est ma mère. Une maman peut divorcer et les enfants peuvent avoir plusieurs pères dans la vie. Pour le moment, la France est mon père, j'y vis, j'y travaille. Je suis un soldat. J'ai travaillé pour la France. Je suis un policier. Pendant que certains cherchaient des papiers pour travailler, moi j'étais déjà dans le système français. C'est pour ça aujourd'hui, je vous le montre encore, ce passeport. Je suis bel et bien français. C'est là. Comme moi la panthère, c'est bien moi. Benjamin Jean-Jacques. Voilà. Que vous voyez très bien. C'est bien ma photo là. Voilà. C'est bien moi. Alors je vous le dis aujourd'hui. Comme la France a organisé cette mascarade, Atangandi a lancé un galop d'essai l'autre jour de façon informatisée avec le site du Minat. Vous n'avez rien dit, vous avez laissé, vous avez cautionné parce que vous voulez pérenniser le pouvoir de M. Biya. Vous avez pérennisé au pouvoir de M. Biya. Oui, vous vouliez ça.
Vous voulez que M. Biya reste pour préserver vos intérêts. M. Ferdinand Ngongo a programmé un voyage dans les prochains mois pour Paul Biya à Genève. Et là, on va faire le hold-up. Le véritable hold-up du peuple camerounais, c'est au mois d'août, quand M. Paul Biya va venir et il y aura les élections, on va pas le voir. M. Biya sera invisible sur les listes, comme on l'a vu, invisible pendant le panel. Et je vous dis jusqu'aujourd'hui, les membres de l'ECAM, suite à la publication des panels de la liste électorale, les membres de l'ECAM sont divisés. Et comme ils sont divisés, ça veut dire qu'il y a un problème. La candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Pas de Kamto, pas d'élection au Cameroun. Alors je vous le dis aujourd'hui, comme je disais en entame de ce propos, je suis français, mais ma mère, je suis originaire du Cameroun, ma mère c'est le Cameroun, la France c'est mon père. Et à un moment quand ça ne va pas avec le père, on peut faire rester avec la mère. Et justement les enfants, garçons, vont tuer du côté de la mère parce que quand ça ne va pas, c'est la mère qui essuie les larmes. C'est elle qui nous dirige. C'est ça. Et je suis l'expression, l'application numérique du complet d'Oedipe. Et pour ce fait donc, je vais me libérer aujourd'hui. Je vais vous dire, je vais faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Parce que quand on parle beaucoup, les gens pensent que nous sommes là pour rigoler. Quand on parle beaucoup, les gens pensent qu'on rigole. Je le dis ici, si Maurice Kamto, je dis si Maurice Kamto n'est pas candidat demain, si Maurice Kamto n'est pas candidat demain pour le référendum du 12 octobre 2025, alors je rentre en rébellion. Si Maurice Kamto n'est pas candidat demain, alors vos maisons, vous, les suppôts du régime là, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Et pour ça, je vais m'affranchir. Là, il faut pas que les gens bavardent beaucoup. On est sur Facebook, on est sur TikTok. Les gens bavardent. On bavarde. Je vais tout. Que quand on parle des récents, voilà mon dernier billet d'avion que j'avais pris. Je vais le brûler ce matin. Voilà. Je vais le brûler parce que là, vous exagérez. Vous exagérez. Vous ne pouvez pas prendre 32 Camerounais en otage. Vous ne pourrez pas prendre 32 Camerounais en otage. Vous ne pourriez pas prendre 32 Camerounais en otage. Vous ne pourriez pas. Vous allez comprendre aujourd'hui que le peuple camerounais est debout. Voilà. Attendez, bien retourner ma caméra, vous allez voir. Parce qu'à un moment, il faut arrêter la mascarade. Il faut arrêter la mascarade un moment. Il faut arrêter la mascarade un moment. Voilà. C'est aujourd'hui. Un moment, il faut arrêter la mascarade. Là, je suis sur mon barbecue. Allez, arrêtez cette mascarade-là. Le Cameroun ne vous appartient pas. La France n'a rien à faire au Cameroun. La France n'a rien à faire au Cameroun. Voilà. Regardez, c'est le déchire devant vous. Voilà. C'est le déchire. Je me libère. Parce que je vais rentrer en rébellion aujourd'hui. Je rentre en rébellion. Si M. Kamto, je dis bien, si M. Kamto n'est pas candidat, je rentre en rébellion parce que nous sommes tous les fils d'Ernest Ouandié. Tous les fils d'Ernest Ouandié. Il est tout neuf mon passeport, mais je m'en fous. Si M. Kamto n'est pas président demain, voilà. Si M. Kamto, voilà, vous connaissez, je ne travaille pas aujourd'hui, vous savez ma localisation. Si M. Kamto n'est pas candidat, voilà, tout neuf, voilà les pages, toutes neuves. Je brûle ce passeport. Vous allez comprendre la douleur du peuple camerounais. Tout. Voilà. C'est bon. Je me libère. Regardez. Je me libère de ce papier. Et je reprends mes lettres de nos pères. Parce que je suis un enfant du PC. Je suis un enfant de nationalistes. Je suis un petit-fils d'Ernest Ouandié. Un petit-fils du Ben Oumiobe. Un petit-fils du docteur Afana. Un petit-fils du docteur Moumier. Je ne peux pas cautionner. Voilà. Je ne peux pas cautionner que vous pouvez laisser cette énième forfaiture passer au Cameroun et vous restez silencieux. On a vu des mamans tuées. Avec des bébés au dos dans le nord du Cameroun. Vous êtes restés silencieux. Il y a une guerre fratricide au Cameroun. Dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a la Sonara. Société nationale de raffinerie au Cameroun, vous ne dites rien, vous observez, parce que c'est les intérêts français. Je n'ai rien contre le peuple français dont je fais partie. Je suis contre la politique d'Emmanuel Macron, la politique France-africaine d'Emmanuel Macron. Alors aujourd'hui, je me libère.
Je suis chez moi, vous pouvez venir m'arrêter. Et je le dis, j'assume, je rentre en rébellion. Si M. Kamto n'est pas président demain, si M. Kamto n'est pas président, n'est pas candidat demain, on rentre tous en rébellion. Monsieur Lekenen Donfat, votre fille est dans le 77. Madame Ketchakotis, vous connaissez que je connais tous les adresses de tous vos enfants. Mais Madame Kouete, tous, on a tout. Monsieur Atangandi, Monsieur Ngongo, vos familles, Grégoire Ona, vos maisons à Courbevoie dans 92, on connaît. Donc aujourd'hui, je le dis, je brûle ce papier parce que ce père est très infidèle. Ce père ne pense qu'à lui. Alors je dis, le Cameroun est plus grand que ma petite personne. Le Cameroun est plus grand que vous, monsieur Emmanuel Macron. Le Cameroun a besoin d'être libéré. Il a suffi d'une brindille, d'une étincelle en Tunisie pour que le pays s'embrase et change. Il a suffi qu'on arrête un blogueur au Togo pour que le Togo, le peuple camerounais soit dans la rue. Alors je vous dis à vous, mes frères camerounais, si demain, monsieur Kamto n'est pas président, n'est pas sur la liste des candidatures pour la présidence, alors on sort. Et nous, ici en diaspora, on va faire notre job. Je le dis, je m'appelle Kamwa. Kamwa la Panthère. Nous, ici, en diaspora, on va faire notre job. On va rendre ce pays comme on n'a jamais vu. Et ça sera la faute d'Emmanuel Macron, Ferdinand Gongo, Chantal Biya, Babouké et toutes ces personnes-là. Les membres de l'ECAM sont en train de dire la candidature de Maurice Kamto est valide et vous êtes en train de tergiverser. On comprendra aujourd'hui qui est du côté du peuple. On comprendra si la France veut créer un partenariat gagnant-gagnant avec le Cameroun ou s'il veut mettre le Cameroun down. Alors je le dis encore, voilà les restes de la France que j'ai. Je m'appelle Kamwa. J'assume, je le dis encore. Si monsieur Emmanuel Macron avec son militaire d'ambassadeurs qu'il a à Yaoundé veulent embraser le Cameroun, alors je vous dis, nous sommes prêts. No Kamto, no election. Quand une vidéo circule sur les réseaux sociaux et fait autant de bruit, il est important de prendre du recul et d'analyser les propos avec lucidité. C'est le cas de l'intervention de Kamwa, activiste camerounais exilé, qui s'est présenté avec un ton dramatique et une série de révélations choquantes. Dans son discours, il affirme sans détour qu'un coup d'État serait en préparation au Cameroun avec la complicité de la France, et il lie directement cette hypothèse à l'avenir politique du pays et à la candidature de Maurice Kamto pour l'élection présidentielle de 2025. Dès le début, l'activiste capte l'attention par son ton alarmiste. Il se présente comme quelqu'un qui avait déjà prévenu il y a des mois que le Cameroun risque de prendre feu avec la complicité de la France. Selon lui, les Camerounais n'ont pas voulu le croire, mais les événements actuels viendraient confirmer sa prédiction. Ce type de rhétorique est typique des discours militants. Poser une prophétie, puis la réutiliser plus tard comme preuve de crédibilité. Mais une question fondamentale se pose, le fait d'annoncer un coup d'État, est-ce une information crédible et vérifiable, ou simplement une stratégie pour alerter, attirer l'attention et marquer les esprits? Kamwa insiste longuement sur la présence d'un ancien général de l'armée française nommé ambassadeur au Cameroun, qu'il décrit comme une manœuvre suspecte de Paris. Pour lui, il ne s'agit pas d'un simple hasard diplomatique, mais bien d'un signe que la France a un plan caché. Il y voit une volonté de canaliser les troupes et de préparer une humiliation des Camerounais. Ce point mérite une réflexion critique. Certes, les nominations diplomatiques peuvent parfois soulever des interrogations, mais affirmer qu'elles sont directement liées à un futur coup d'État est une conclusion extrêmement grave qui demande des preuves solides. Dans son discours, Kamwa ne fournit aucun document, aucun élément concret, seulement des affirmations. L'activiste va plus loin en accusant directement Emmanuel Macron et le régime de Paul Biya d'agir main dans la main pour maintenir le Cameroun sous tutelle et protéger les intérêts français. Il interpelle même le président français en posant la question, le peuple français accepterait-il ce que Paul Biya fait au Cameroun? Cette comparaison vise à provoquer une indignation collective, à montrer que les Camerounais subiraient un traitement que la France n'accepterait jamais pour elle-même. C'est une technique de communication forte, mais qui repose sur une généralisation. Car si des critiques peuvent être adressées aux relations franco-africaines, affirmer que tout est orchestré pour préparer un coup d'État reste une hypothèse discutable. Là où le discours devient particulièrement explosif, c'est lorsque Kamwa annonce sans détour « Si Maurice Kamto n'est pas candidat demain, alors je rentre en rébellion ». Ces paroles marquent un tournant. Elles ne relèvent plus seulement de l'analyse politique ou de la dénonciation, mais d'un appel à la confrontation. C'est une déclaration lourde de conséquences,
car elle associe directement l'avenir électoral d'un homme politique à la menace de violence. Et sur ce point, il faut être clair, une démocratie ne peut pas se construire sur des menaces de rébellion ou de destruction. La légitimité d'un leader se mesure à travers les urnes, pas par la pression ou par l'intimidation. Cependant, il est essentiel de comprendre pourquoi un discours aussi radical trouve un écho auprès de certains citoyens. Beaucoup de Camerounais, notamment dans la diaspora, vivent un profond sentiment de frustration après des décennies de difficultés économiques, de crises sociales et de tensions politiques. Lorsqu'un activiste exilé s'exprime avec colère et utilise des mots durs, certains y voient une voix qui dit tout ou ce que ressentent tout bas. Même si les méthodes sont contestables, le fond de son message, dénoncer les injustices, critiquer la dépendance aux puissances étrangères, réclamer une élection crédible rejoint les préoccupations de nombreux Camerounais. Mais il y a aussi un danger réel, celui de la radicalisation du discours politique. En brûlant son passeport français en direct, Kamwa veut montrer qu'il se libère symboliquement d'une tutelle. Ce geste spectaculaire est censé prouver sa sincérité et son engagement. Pourtant, ce type d'acte peut aussi être interprété comme une mise en scène destinée à choquer et à attirer l'attention. La politique ne devrait pas se transformer en spectacle où l'on brandit des symboles de destruction pour prouver sa détermination. Les vraies batailles pour la démocratie et la justice se gagnent dans le dialogue, la réflexion et la mobilisation pacifique. Un autre point important du discours de Kamwa est sa dénonciation des violences et des drames vécus dans certaines régions du Cameroun, notamment le nord-ouest et le sud-ouest. Il rappelle les mamans tuées avec leurs enfants, les conflits fratricides et le silence international. Ces paroles résonnent fortement car elles rappellent la douleur réelle de milliers de Camerounais. Mais encore une fois, il faut distinguer entre dénoncer des souffrances réelles et les utiliser pour justifier un appel à la rébellion. La colère est légitime, mais la voie choisie pour l'exprimer peut renforcer les tensions au lieu de les apaiser. Ce qui frappe enfin, c'est la manière dont Kamwa mélange son identité personnelle et la politique. Il répète à plusieurs reprises qu'il est français, qu'il a servi la France comme policier et qu'il considère la France comme son père et le Cameroun comme sa mère. Cette métaphore familiale est puissante, mais elle révèle aussi une contradiction. Comment peut-on à la fois revendiquer son appartenance à la France et accuser cette même France de comploter contre le Cameroun? Comment peut-on brûler son passeport français pour prouver sa rébellion, tout en continuant à vivre sous la protection des lois de ce pays? Ce paradoxe affaiblit la cohérence de son discours. Chers frères et sœurs qui suivez cette analyse, il est essentiel de rester vigilant face à ce type de déclaration. Elles suscitent des émotions, elles attirent l'attention, mais elles ne doivent pas remplacer une réflexion lucide et constructive. Le Cameroun a besoin de débats profonds, de propositions concrètes, et non de simples slogans qui opposent les uns aux autres. Et c'est ici que j'invite chacun de vous à participer activement à cette discussion. Que pensez-vous des propos de Kamwa? Sont-ils une alerte nécessaire, ou bien une dérive dangereuse? Est-ce une voix courageuse qui dit la vérité, ou un discours excessif qui risque d'enflammer inutilement le climat politique? Partagez vos avis dans les commentaires, car c'est ensemble que nous construisons une conscience citoyenne éclairée. Si vous trouvez que cette analyse apporte un éclairage utile, je vous encourage à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. C'est par ces gestes simples que nous pouvons informer un maximum de Camerounais et ouvrir le débat. Le Cameroun mérite une discussion sérieuse et responsable, loin des excès et des manipulations. La deuxième facette de cette polémique, c'est l'écho que ce type de sortie suscite dans l'opinion publique. Beaucoup de Camerounais, fatigués par les promesses politiques sans lendemain, voient dans les propos de ce ressortissant du Nord non pas une simple expression d'opinion, mais un aveu de ce qui a toujours existé en filigrane, une compétition acharnée entre élites régionales pour s'approprier le pouvoir d'État. Cela donne l'impression que la présidence n'est pas conçue comme une fonction au service du peuple, mais plutôt comme un butin que se partagent certaines communautés au gré des circonstances. Cette lecture, même si elle peut paraître brutale, traduit bien la lassitude d'une population qui constate que les véritables débats sur le développement, l'éducation, la santé, l'économie ou la justice sont souvent relégués au second plan, remplacés par des querelles de positionnement géopolitique et de représentativité tribale. Or, cette manière de percevoir le pouvoir et de le revendiquer entretient un cercle vicieux. Chaque région, chaque groupe, chaque élite locale finit par croire qu'il est, de son tour, de diriger le pays, comme si la présidence de la République devait être une succession mécanique entre clans ou zones géographiques. Cette logique, en réalité,
est dangereuse pour l'unité nationale, car elle enferme les citoyens dans une identité régionale étroite au lieu de les amener à se reconnaître d'abord comme Camerounais liés par une destinée commune. Le danger est d'autant plus grand que ce type de discours risque de rallumer des tensions dormantes déjà présentes dans certaines zones du pays où la défiance vis-à-vis de l'État central est alimentée par le sentiment d'exclusion et d'abandon. Mais au-delà de l'aspect tribaliste, il faut aussi s'interroger sur la sincérité de ceux qui tiennent de tels propos. Lorsqu'un ressortissant du Nord affirme que le Nord va reprendre le pouvoir, parle-t-il vraiment au nom des populations du Nord, qui souffrent des mêmes problèmes de pauvreté, de chômage et de manque d'infrastructures que le reste du pays? Ou alors exprime-t-il simplement l'ambition personnelle de quelques notables et politiciens désireux de retrouver une place centrale dans les cercles décisionnels de Yaoundé? La distinction est importante car elle met en lumière le fossé qui existe souvent entre les aspirations des masses et les calculs des élites. Pendant que les citoyens réclament un meilleur accès à l'eau potable, aux soins de santé, à des routes praticables et à une éducation de qualité, certains dirigeants préfèrent orienter le débat sur des enjeux identitaires qui servent avant tout leurs intérêts propres. On peut aussi voir dans ces déclarations une stratégie électorale à peine voilée. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, chaque camp cherche à mobiliser son électorat naturel. Dans un pays où les clivages communautaires demeurent profonds, agiter la fibre identitaire peut apparaître comme un raccourci efficace pour rallier un maximum de soutien. L'idée est simple, si un candidat du Nord se présente, les habitants de cette région devraient voter massivement pour lui, non pas en fonction de son programme ou de sa compétence, mais simplement parce qu'il est l'un des leurs. C'est une logique clientéliste et identitaire qui réduit la démocratie à un réflexe de solidarité régionale au détriment d'un véritable débat d'idées et de projets. En ce sens, les propos qui nous occupent participent d'une dérive dangereuse. Celle de transformer la politique en un jeu d'alliances tribales plutôt qu'en une confrontation constructive de vision pour l'avenir du Cameroun. Face à ce constat, il est essentiel de rappeler que le Cameroun est un pays extrêmement divers, avec plus de 250 ethnies et cultures différentes. Aucun groupe, aussi important soit-il démographiquement ou historiquement, ne peut prétendre diriger seul ou s'approprier l'État comme une chasse gardée. La stabilité et le progrès du pays reposent au contraire sur la capacité à dépasser les frontières identitaires pour construire un projet commun, inclusif et porteur d'avenir. Les expériences passées montrent d'ailleurs que lorsque la logique du partage régional du pouvoir prend le dessus, elle conduit souvent à des frustrations, à des rivalités et parfois même à des conflits ouverts. L'histoire de plusieurs pays africains voisins devrait servir d'avertissement. Le repli identitaire et la compétition ethno-régionale sont des poisons qui fragilisent la cohésion nationale et ouvrent la voie à l'instabilité. Il serait donc plus constructif que les leaders, qu'ils soient du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest, mettent leur énergie à proposer des solutions concrètes aux défis du pays plutôt qu'à brandir la carte de l'appartenance régionale. La véritable question n'est pas de savoir de quelle région viendra le prochain président, mais plutôt quel projet il porte pour améliorer la vie quotidienne des Camerounais. Comment compte-t-il réduire le chômage des jeunes, dynamiser l'agriculture, soutenir les petites et moyennes entreprises, moderniser les infrastructures ou réformer le système éducatif? Voilà les débats que la société attend. Et chaque fois qu'un discours tribalisant prend le dessus, ces sujets cruciaux disparaissent de l'agenda public, comme s'ils n'étaient que secondaires. Cela ne veut pas dire que la question de la représentativité régionale n'a aucune importance. Dans un pays aussi divers, il est normal que les citoyens aspirent à voir leur réalité prise en compte au sommet de l'État. Mais il y a une différence fondamentale entre revendiquer une meilleure inclusion et affirmer que le pouvoir appartient à telle ou telle région. La première attitude est légitime et nécessaire pour garantir un équilibre et éviter les frustrations. La seconde est dangereuse, car elle essentialise le pouvoir et nourrit la compétition identitaire. Ce qui est en jeu, ce n'est pas la légitimité des habitants du Nord aspirer à la présidence, ils en ont le droit, au même titre que les autres Camerounais, mais la manière dont cette aspiration est formulée. La formulation « le Nord va reprendre le pouvoir » envoie un signal d'appropriation et d'exclusion, là où il faudrait plutôt parler de participation et de contribution au projet national. La réaction des autres composantes de la société à ce type de propos n'est d'ailleurs pas neutre. Beaucoup y voient une provocation, voire une tentative de ranimer de vieilles blessures historiques liées à la domination de certaines régions dans la gestion de l'État. Cela crée un climat de suspicion, où chaque citoyen commence à se demander si son voisin d'une autre région n'a pas une ambition cachée de s'emparer du pouvoir, au détriment des autres. Cette méfiance mutuelle est un poison lent,
qui ronge la confiance entre citoyens et affaiblit l'esprit d'unité nationale. À long terme, elle empêche l'émergence d'un véritable sentiment d'appartenance commune, condition pourtant indispensable pour bâtir un État moderne et solide. En somme, la polémique née des propos de ce ressortissant du Nord n'est pas seulement une question de communication maladroite. Elle met en lumière des tensions profondes qui traversent la société camerounaise et qui méritent d'être traitées avec sérieux. Elle interroge sur la nature du pouvoir, sur la place de l'identité dans la politique et sur la capacité du pays à dépasser ces clivages pour avancer ensemble. Si elle suscite tant de réactions, c'est précisément parce qu'elle touche un nerf sensible.